Bonjour tout le monde. Peut-être que vous aussi, vous avez versé une larme en faisant le plein à la pompe ces derniers jours. On parle prix du carburant dans ce journal. Regardez. Des prix historiques avec la barre des 2 € le litre franchie dans certaines stations essence. La guerre en Ukraine impacte fortement les tarifs, même si ces derniers jours, une légère baisse se fait sentir. Alors doit-on se tourner vers l'électrique? La start-up Delmonicos en est convaincue et travaille actuellement sur la simplification des recharges. Et si vous deveniez conducteur de train transfrontalier, SNCF Voyageurs continue sa phase de recrutement. 5 postes sont à pourvoir à Sarreguemines. Prise de commandement du lieutenant Bernard Gernet à Rohrbach-les Beach, une unité qui comporte 41 sapeurs-pompiers et qui comptabilise plus de 727 interventions l'an passé. Autre cérémonie, cette fois-ci pour les étudiants de l'IUT de Sarreguemines. Ils ont eu droit à une soirée en grande pompe pour recevoir leur diplôme. Soirée vernissage pour 4 artistes céramiques au Moulin de la Blise. C'était la 6e édition de l'expo Made in IEAC, une école de céramistes. Et puis sur scène, le rock celtique a vibré. Les groupes Soldat Louis et Selkilt ont enflammé la scène de l'espace René Cassin de Beach. Après plus d'une semaine de mobilisation, les dons pour les réfugiés ont été très nombreux, mais les services de la protection civile qui acheminent les dons jusqu'à la frontière ukrainienne sont au maximum de leur capacité. Alors les points de collecte gérés par la mairie de Sarreguemines sont temporairement en veille à partir de ce mardi 15 mars 17h30, mais pourront être rouverts en cas de besoin. De son côté, il se souvient de ses années passées en Ukraine en tant que directeur d'usine. Il a encore des liens forts avec ce pays et ses habitants. C'est pourquoi, dès le début de la guerre, il a voulu aider et accueillir des Ukrainiens chez lui. Christian Neu, bonjour. On va revenir ensemble sur ce choix et sur la vie que vous menez avec cette famille depuis que vous les avez recueillis jeudi dernier. Cette guerre aura des conséquences durables. Voici les mots d'Emmanuel Macron. Énergie, matières premières, alimentation. Plusieurs secteurs voient leurs prix flamber, tout comme les prix des barils de pétrole. Des tarifs historiques ont été atteints dans les nombreux points de vente. Christelle Reviaco fait le point pour nous. 2,17 €, c'est le prix affiché à la pompe ce lundi après-midi au Cora de Sarreguemines pour le gasoil. Des tarifs historiques jamais vus en France. Depuis un mois, le samplon 95 a augmenté d'environ 16% et le gasoil de 22%. Et pour la première fois, le prix du samplon 95 dépasse le gasoil. La barre symbolique des 2 € a été atteinte dans les stations essence. Mais les prix battaient déjà des records avant le début de la guerre en Ukraine. Pour 2 raisons simples, la reprise économique après la pandémie mondiale et une offre toujours limitée des grands pays producteurs de pétrole. La tendance s'est accrue puisque la Russie est le 2e producteur de pétrole au monde. Ces prix se répercutent directement sur le portefeuille des Français qui doivent tout de même continuer de faire le plein pour se déplacer. S'il faut aller au boulot avec la voiture, c'est un peu compliqué quand même. Parce qu'au prix que ça coûte, si tu as du chemin à faire, à la fin du mois, c'est un budget. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Sérieusement, regarde-moi ça. C'est devenu cher la vie. Mais sauf les salaires, ils n'ont pas bougé en tout cas. Ça, c'est sûr. La situation reste très instable, ce qui va encore impacter le prix à la pompe. Les tensions, tant qu'elles ne s'apaiseront pas au niveau militaire, il est fort probable qu'on continue comme ça à augmenter. Un baril qui serait à 150, 160, 170 $ n'est pas du tout impossible avec les répercussions généralement à un mois sur l'essence, à peu près ça. Il faut 15 jours à un mois pour que les répercussions se fassent. Il est fort probable qu'on se prenne encore 10 ou 20 centimes. Alors ça, c'est une petite voie levée, mais voilà où on en est si ça continue comme ça. Le pic a été atteint le 8 mars avec un baril à 125 $. Lundi après-midi, il avoisinait les 100 $. Le prix du baril est en légère baisse depuis quelques jours. La facture sera donc moins salée en début de semaine. Une baisse des tarifs est prévue allant de 30 centimes pour le gasoil et de 8 à 10 centimes pour le samplon 95. Reste à voir si ces tarifs stagneront dans les jours qui viennent. Mais ce qui est sûr, c'est la remise de 15 centimes par litre promis par le gouvernement pour venir en aide aux consommateurs. Cette mesure devrait prendre effet à partir du 1er avril pendant 4 mois et sera valable pour les particuliers et entreprises partout en France. Mais concrètement, cela va-t-il se ressentir sur la facture? Ce coup de pouce ne sera pas visible directement sur les prix affichés à l'entrée des pompes, mais justement lors du paiement. Pour un plein à 60 litres, 9 € seront donc économisés. Une mesure qui va coûter 2 milliards d'euros pour le gouvernement, mais la pénurie de carburant est pour le moment écartée. La France dispose apparemment de 3 mois de stock. Alors rouler à l'électrique est-il une solution? Vaste question, mais certains en sont convaincus, comme la start-up Delmonicos qui veut faciliter le monde de l'électromobilité en proposant un moyen simplifié d'accès aux bornes de recharge. C'est un reportage de Jean Milon. Simplifier la recharge des véhicules électriques. C'est le pari que s'est lancé Franck et son équipe avec la création de Delmonicos. L'objectif, répondre simplement aux besoins du marché et donc des utilisateurs.
Si vous n'avez pas le bon abonnement qui correspond à l'exploitant de la borne de recharge, il se passe deux choses. La première, c'est soit vous ne pourrez pas vous charger, soit la deuxième option, c'est que le coût de la transaction que vous allez payer va être très élevé. Et tout l'intérêt que vous aviez de vouloir rouler en véhicule électrique s'effondre, puisque l'objectif c'est l'optimisation également des coûts, en plus de vouloir sauver la planète. Et donc concrètement, la start-up veut implanter sa solution dans les bornes électriques pour les rendre interopérables, moyen de paiement unique, fin des abonnements en tout genre et surtout des tarifs compétitifs. Voilà le résultat de la technologie utilisée, la blockchain. La blockchain ou chaîne de blocs, en fait c'est un réseau pair-à-pair dans lequel chaque membre valide les données des autres. Et plus vous avez de membres dans ce réseau, plus vous avez de raisons de faire confiance aux données qui sont dessus. Pour l'utilisateur, il suffit ensuite de scanner un QR code. J'arrive directement sur l'interface Delmonicos, je renseigne mes informations, dont le moyen de paiement. Là, j'ai un récap du point de charge et également de la tarification. Et là, je peux commencer ma charge. Et lors de la seconde recharge, vous n'aurez plus besoin de renseigner toutes ces informations, vous aurez juste à passer par soit empreinte digitale ou Face ID. Avec plus de 50 000 bornes en France, Delmonico s'est positionné sur un marché porteur, mais surtout dans l'air du temps. La start-up se veut acteur de la transition écologique. C'est hyper important, c'est aussi une vocation pour nous qui sommes sensibilisés au futur, mais on pense aussi à la génération à venir, à nos enfants. Je pense qu'on n'a pas fait que du bon boulot, donc si on peut essayer de récupérer un petit peu tout le mal qu'on a fait, c'est pas plus mal. Dans un premier temps, la structure peut s'appuyer sur DBT, une société spécialisée dans la gestion et la distribution de l'énergie, qui a levé 2 millions de fonds pour le projet. Elle devrait équiper près de 3000 de ces bornes de la solution Delmonicos. Et à terme, la petite start-up messine veut voir plus grand et espère rayonner au niveau européen, voire mondial. On laisse de côté la voiture pour le train. Conducteur de train transfrontalier, pourquoi pas vous? Après avoir déjà recruté 4 apprentis conducteurs, SNCF Voyageurs récidive. Elle en cherche 5 autres supplémentaires, toujours à Sarreguemines, dans le cadre d'un développement d'activités. Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil sont allés à la rencontre d'habitants du secteur, déjà en formation. Regardez. Sébastien, Alexandre, Marc et Jordan habitent dans l'arrondissement. En janvier, ils ont commencé une formation pour devenir conducteurs de train transfrontaliers. C'est un peu un rêve de gosse, on va dire. J'ai vraiment envie de vivre ça. Je suis motivé par vraiment pouvoir transporter des gens en toute sécurité. Jordan a toujours eu cette idée-là dans un coin de sa tête. Il travaillait avant dans la restauration. Sébastien a lui un parcours bien différent. Après une vingtaine d'années dans l'industrie de la métallurgie, j'avais globalement fait beaucoup de choses et fait le tour et je voulais m'orienter vers autre chose et c'est là que j'ai vu qu'ils recherchaient des conducteurs à Sarreguemines. Pendant 11 mois, ils vont apprendre leur futur métier. Ils sont rémunérés et effectuent une partie de leur formation, des stages pratiques à Sarreguemines et suivent également des cours théoriques à Nancy et à Saint-Pierre-des-Corps. Il y a énormément d'informations à connaître, à apprendre et à retenir. Mais avec de la motivation et beaucoup de travail, je pense que c'est faisable pour tout le monde. D'après les premiers retours, nous sommes satisfaits de leur engagement. C'est un groupe de 4, ils travaillent collectivement et c'est bien parce que pour apprendre ensemble, c'est plus facile. Et l'ensemble des conducteurs qui les assistent et des formateurs sont satisfaits de leur capacité d'apprentissage à cette heure-ci. À terme, s'ils valident cette formation, ces 4 apprentis deviendront des conducteurs de train à part entière et ils travailleront à Sarreguemines même. C'est super bien, c'est vraiment c'est proche de chez moi, c'est un job qui me plaît vraiment, et du coup c'est rêvé. Et je pense qu'on n'a pas toujours l'occasion d'être aussi proche pour un travail qui nous plaît vraiment et qu'on peut faire vraiment carrière dedans. SNCF Voyageurs ne va pas se limiter à cette promotion de 4 apprentis conducteurs. Les besoins sont là en raison de départ à la retraite et compte tenu de l'augmentation du nombre de dessertes à destination et en provenance d'Allemagne. Pour le mois d'avril, nous souhaitons recruter 5 conducteurs supplémentaires ici à Sarreguemines, des conducteurs que nous souhaitons bilingues. Si vous remplissez déjà cette première condition, que vous êtes intéressé et motivé et que vous disposez d'un niveau bac, bac+2, bac+3, ou que vous possédez un CAP ou un BEP spécialité technique, électrotechnique, mécanique, voire transport, n'hésitez pas à postuler en envoyant CV plus lettre de motivation à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Ça veut dire qu'en termes de conduite pure, vous avez pas...
Les sapeurs-pompiers de l'unité opérationnelle de Rohrbach-les-Bitches ont à nouveau un commandant à leur tête. Vendredi s'est déroulée la cérémonie officielle pour la prise de commandement de l'unité par le lieutenant Bernard Gernet. Retour sur l'événement avec Thibaut Desmerlet. Officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, jeunes sapeurs-pompiers, vétérans de l'unité opérationnelle de Rohrbach-les-Bitches. Vous reconnaîtrez désormais comme votre chef le lieutenant Gernet ici présent. Et vous lui obéirez dans tout ce qu'il vous commandera. C'est officiel, le lieutenant Bernard Gernet est le nouveau chef de l'unité opérationnelle de Rohrbach-les-Bitches. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités. Mais sa prise de commandement a débuté en novembre 2021, l'événement ayant été repoussé jusqu'à vendredi dernier à cause de la situation sanitaire. Cela fait donc plusieurs mois qu'il côtoie les sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers de Rohrbach. Mon intégration s'est très bien passée. J'ai des personnels qui sont très motivés et le courant passe bien entre nous. On a des projets, on espère pouvoir les concrétiser à moyen et à long terme. Habitant de Schmidtviller et âgé de 53 ans, il a gravi les échelons durant sa longue carrière. Aujourd'hui, il est heureux de cette consécration. Une grande fierté et également je sais que beaucoup de travail m'attend. Le premier travail, la première chose que je vais avoir effectuée, c'est de pérenniser le personnel au niveau de l'unité opérationnelle. À l'heure actuelle, l'unité opérationnelle de Rohrbach-les-Bitches compte 41 sapeurs-pompiers et dispose d'une section de 35 jeunes sapeurs-pompiers. De leur côté, les étudiants à l'IUT de Sarreguemines ont eu droit à leur cérémonie de remise des diplômes en grande pompe sur la scène de l'hôtel de ville. Un peu de stress, mais surtout des sourires qui se sont dessinés sur les visages de ces jeunes. Reportage. On vient de chanter la balade diplômée de l'IUT. On veut chanter la balade des diplômés de l'IUT. Ils étaient près de 130 étudiants à recevoir leur diplôme. Dans les gradins, familles et professeurs étaient également de la partie. Et comme chaque année, l'événement s'inscrit dans un projet tutoré et a été organisé par les filières gestion administrative et commerciale des organisations et gestion logistique et transport. Nous, on s'est occupé de tout ce qui est sponsor, décoration, et eux plutôt de tout ce qui est du coup logistique. Notre but, c'est de faire plaisir aux jeunes diplômés. Discours, échange du précieux sésame en main propre, petit cadeau, ces étudiants ont été gâtés après avoir participé à la vie de l'IUT de Sarreguemines. La suite pour ces jeunes diplômés, continuer dans le grand bain du monde du travail. La céramique est à l'honneur au Moulin de la Blise à Sarreguemines jusqu'au 31 juillet. Vendredi s'est déroulé le vernissage de la 6e édition de l'exposition Made in IEAC. 4 artistes céramistes de cette école ont le privilège d'exposer leur production au public. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. 4 artistes, 4 histoires. Une nouvelle fois, les céramistes sortant de l'Institut européen des arts céramiques de Guebwiller sont à l'honneur au Moulin de la Blise de Sarreguemines. L'exposition Made in IEAC, Acte 6, permet à Solène Ditz, Maël Gros, Marie-Ange Huet et Chris Pelletier de présenter leur œuvre et leur univers. Pour ces jeunes artistes de la promotion 2019-2020, c'est une occasion d'être visibles. C'est assez plaisant, ça leur donne une autre dimension. C'est vrai que de les sortir un petit peu de l'atelier, ça permet vraiment d'avoir un autre visuel et de pouvoir aussi les faire interagir entre elles. C'est vraiment chouette. Je trouve ça vraiment super en fait de nous aider en fait à démarrer, de nous donner une visibilité, de nous promouvoir en quelque sorte. Ce partenariat entre les musées de Sarreguemines et l'Institut est le 6e depuis 2011. L'exposition est visible depuis le 12 mars et restera dans cette salle jusqu'au 31 juillet. Un événement qui se déroule habituellement tous les 2 ans, mais cette année, l'acte 7 se déroulera cet été et mettra en avant plusieurs nouveaux jeunes diplômés de l'IEAC. Le rock celtique, quant à lui, était au programme vendredi soir. L'association Cassin a proposé un double concert. Soldat Louis et Selkilt ont enflammé la scène de l'espace René Cassin, 2 groupes qui ont fait vibrer plusieurs centaines de personnes. Reportage. Une nuit
Celtica Beach qui marque le début de tournée 2022 de 2 groupes. D'un côté, nous avons Soldat Louis, groupe de rock celtique originaire de Lorient. Ce concert marque plus de 30 ans de carrière. Il fait la part belle aux chansons de leur nouvel album, Pandelek, et au standard. Le son de la cornemuse nous fait le lien sur la deuxième partie de la soirée, animée par le groupe Selkilt. Une représentation explosive qui a fait bouger la scène de l'espace René Cassin et ses 700 spectateurs. Avec plus de 450 concerts, Selkilt est un groupe français connu de la scène celtique mondiale. Et ils ne se séparent jamais de leur kilt. C'est une tradition. Chaque mois de mars, la Ligue contre le cancer organise une vente de primes verts. Cette semaine, sur l'arrondissement, on retrouve plusieurs points de vente permanents, notamment ici, en zone piétonne de Sarreguemines. Chaque euro récolté est important et participe à soutenir la recherche contre le cancer et améliorer aussi la qualité de vie des malades. Et on va faire une courte pause, le temps de s'intéresser aux prévisions côté ciel. Juste après, on retrouvera notre invité du jour, Christian Neu, qui a accueilli 3 réfugiées ukrainiennes. Il nous racontera leur histoire. À tout de suite. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui le ciel sera très couvert et il ne sera pas gris mais plutôt jaune-orangé. Et c'est normal, on attend une nouvelle vague de pluie de poussière de sable du Sahara qui va toucher tout le Grand Est. Le seul point positif, c'est que le coucher de soleil sera sûrement plus coloré que d'habitude, enfin seulement si on arrive à l'observer à travers la couche nuageuse. Et demain, on aura peut-être plus de chance puisque le ciel sera un peu plus dégagé. Quelques nuages persistent en matinée, mais les éclaircies seront de plus en plus larges au fil des heures. Et il n'y aura pas que le sable qui va venir du Sahara, les températures aussi. Les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 18 à 20 degrés. Demain, nous fêtons les bénédictes et il fera jour de 6h46 à 18h41. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La Table de Véro, votre restaurant cosy, chaleureux et convivial à Haute-Villers. Régalez-vous avec des plats gourmands, faits maison, à base de produits locaux. Notre sympathique équipe vous accueille les lundis, jeudis et tous les week-ends pour un repas réussi entre amis ou en famille. La Table de Véro, l'adresse incontournable à Haute-Villers. Nouveau chez le Roi des Vins, la cloche. Découvrez une très large gamme de fromages et de charcuterie tout en profitant des conseils de nos vendeurs spécialisés. Composez votre plateau découverte sur mesure qui saura ravir vos papilles et celles de vos invités. Des produits haut de gamme et irrésistibles, le Roi des Vins à Styrin-Vandel, le temple des gourmands et des gourmets. Notre invité du jour a des liens forts avec l'Ukraine depuis de nombreuses années et a pu recueillir une famille depuis jeudi dernier. On en parle plus en détail avec lui.
Alors Christian, votre histoire avec l'Ukraine, elle démarre il y a déjà une vingtaine d'années, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est en 2001 que j'ai été recruté par une grosse entreprise agroalimentaire pour aller travailler dans une usine qu'ils venaient de racheter en Ukraine. Cette usine étant située dans la ville de Nikolaïev. Et vous alliez régulièrement après en Ukraine, même à la fin de votre contrat en 2008 ? Mon contrat s'est effectivement terminé en 2008 et en fait depuis les années 2017-2018 j'y retourne tous les ans. J'étais encore à Kiev au mois de septembre 2021. Et donc vous avez suivi avec attention tout ce qui s'est passé, c'est quoi votre sentiment ? Mon sentiment est qu'il se réalise des choses qui étaient plus ou moins prévisibles puisque le découpage de l'Ukraine entre une partie russophone et une partie pro-occidentale était déjà relativement marqué. En 2000, on parlait déjà d'une éventuelle guerre. Et voilà, malheureusement, elle est arrivée. J'y ai pas cru parce que de 2001 à 2008, l'Ukraine avait beaucoup progressé. Elle était passée d'un pays très pauvre à un pays déjà beaucoup plus, pas pro-occidental, mais qui vivait avec un niveau de vie pro-occidental. Ça avait beaucoup progressé, j'étais très optimiste. Et en fait, déjà 7 ans après, avec ce qui s'est passé en Crimée et dans le Donbass, une partie de mes illusions est partie et là, malheureusement, il s'est produit le pire de ce qui pouvait se produire. Et l'usine dans laquelle vous étiez est malheureusement détruite aussi. L'usine dans laquelle je travaillais commence à être bombardée par les Russes. Il y a déjà pas mal d'autres entreprises au niveau de Nikolaïev qui font l'objet de bombardements. Et en fait, énormément de gens ont fui Nikolaïev déjà. Et parce que vous avez gardé contact avec certaines personnes rencontrées là-bas, vous avez pu accueillir chez vous 3 femmes après un périple compliqué. Il s'agit de Lumila, Elena et Emilia. Marie-Morgane Pires les a rencontrées pour suivre ce qui est devenu leur quotidien. 5 jours qu'elles ont échappé à la guerre dans leur pays, l'Ukraine. Voici Lumila, elle vient de Mykolaïev, ville industrielle de 500 000 habitants au sud du pays. L'une des premières touchées par les bombardements. Le 24 février, le premier jour de l'attaque des Russes, j'ai entendu tout de suite, pendant que je dormais, les premiers bombardements sur la ville de Mykolaïev. À ses côtés, sa fille Elena, habitante de Kiev et musicienne professionnelle, et sa petite fille Emilia, âgée de 5 ans. Toutes les 3 sont arrivées jeudi soir chez Christian. Il habite Sarreguemines, mais est très attaché à l'Ukraine. Il a été directeur d'usine dans une laiterie à Mykolaïev entre 2001 et 2008. C'est là qu'il a connu Lumila, une ancienne collaboratrice. Ils sont tous les deux restés en contact depuis. On savait très bien qu'il fallait fuir Mykolaïev, mais on savait que même à l'ouest de l'Ukraine, on ne serait pas tranquille. Et on avait raison, vu ce qui se passe maintenant. Je ne savais pas trop où aller et là j'ai eu l'idée de le contacter. Dans leur valise, elles ont embarqué le strict minimum, quelques vêtements, des papiers, des médicaments. Elena et Emilia ont dû d'abord se mettre à l'abri pendant 4 jours dans le métro de Kiev. Elles ont ensuite réussi à se retrouver toutes les 3 à Varsovie, la capitale de la Pologne. Ensemble, elles se sont dirigées vers Berlin, puis la gare de Francfort, où Christian est venu les chercher pour les installer dans sa maison. On est très soulagés. On n'a plus de soucis cardiaques à cause de la guerre. On se sent en sécurité ici. On peut se promener. Ici, ma fille n'a plus peur. La peur est partie, alors que là-bas, elle était très stressée. Ça va mieux, même si ça ne nous empêche pas de craquer parfois émotionnellement. Elena espère retrouver le plus vite possible son mari resté en Ukraine. Le président Zelensky a décrété fin février la mobilisation militaire générale. Les hommes de 18 à 60 ans ont l'interdiction de quitter le pays. Elles espèrent aussi un jour pouvoir retourner chez elles dans leur foyer lorsque la guerre aura cessé. En attendant, elles découvrent leur nouvel environnement. Les réfugiés ukrainiens bénéficient d'une protection temporaire, un dispositif créé par l'Union européenne en 2001. Cela leur permet d'obtenir un permis de séjour, d'avoir un travail ou encore d'avoir accès à des soins médicaux. Et dès cette semaine, la petite Emilia, en grande section de maternelle, intégrera une école. C'était une évidence pour vous d'aider de cette manière ?
Oui, absolument. J'ai un peu honte en tant qu'Européen de ne pas pouvoir faire autrement. Je suis malheureusement pas soldat, pas militaire, je ne suis pas politique. Donc la seule chose que je puisse faire, c'est accueillir des gens chez moi. Et bien sûr, quand Ludmila m'a demandé si je pouvais servir de point de chute pour elle et sa petite famille, j'ai bien sûr tout de suite accepté. Et je suis prêt aussi encore à accepter, bien sûr, d'autres personnes qui viendraient parce que j'ai de la place chez moi, j'ai de la place chez ma famille, dans ma famille. Mon papa, qui a connu 39-45, a de la place chez lui. Et c'est vraiment très, très spontanément. C'est vraiment très spontané comme accueil. Et puis aussi, on a un autre regard sur la vie quand on a vécu ce genre de choses, quand vous parlez de votre papa. Oui, forcément. bien sûr, c'est pour ça qu'il est prêt lui aussi à mettre sa grande sa grande maison à disposition de ces gens-là. Alors jusqu'à présent, comment ça se passe le quotidien avec elle? Est-ce que tout le monde arrive à prendre ses marques? Absolument, tout le monde arrive à prendre ses marques. Moi-même, je parle le russe. Je ne parle pas l'ukrainien, malheureusement, j'ai appris le russe, mais qu'elles comprennent toutes les trois. Et donc, j'ai aucun problème pour parler avec elles. Même ma femme, qui ne parle qu'un peu l'anglais, arrive à se débrouiller avec la fille qui parle un peu anglais. Je peux les laisser seuls des fois 2-3 minutes, ils y arrivent, mais ils sont tout contents quand je revienne pour parler entre elles, quoi. Elles sont toutes contentes. Non, ça se passe très bien. Et le petit déjeuner, le midi, le soir, elles ont beaucoup de place à l'étage chez moi, elles ont leur propre chambre, elles ont la fameuse chambre Dieu que vous avez vue, où la petite joue, là où jouaient mes 4 enfants, avec tous les jouets encore de l'époque. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi vivre, il y a de quoi vivre sans se marcher dessus, il y a de la place, je suis très content, tout va bien. Ce matin, la petite est allée pour la première fois à l'école, je m'occupe de tout ce qui est administratif pour régler ça. C'est ce que j'allais vous demander, parce que dans le reportage, on comprend qu'il y a d'abord eu un premier rendez-vous, donc ça y est, maintenant elle est à l'école alors? Oui, ça y est, elle est à l'école. Hier matin, je suis passé au service de la scolarité à la mairie, où j'ai rempli les documents ad hoc. Et je suis allé voir la directrice de l'école hier soir, de Neunkirch, et en fait ce matin, donc je me suis présenté avec la maman et la petite à l'entrée de l'école maternelle, et la maman était très stressée. L'Ukraine, la Russie, c'est des pays où les enfants sont rois, ils sont couvés, c'est souvent des enfants uniques, ils sont couvés, surprotégés. La maman avait peur que ça allait mal se passer avec l'enfant, mais l'enfant, dès que la porte de la classe est ouverte, a foncé s'asseoir au milieu des autres petits-enfants, sans se retourner ni vers le, entre guillemets, Dedushka que je suis, le grand-père, ou vers sa mère, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres démarches à faire pour elles trois, pour qu'elles se sentent, qu'elles instaurent aussi une routine dans leur vie? Oui, enfin, il y a déjà des démarches administratives à faire. Il faut leur faire... j'ai demandé l'ouverture d'une procédure pour les placer sous protection provisoire à la préfecture de Sarreguemines, à la préfecture de Metz, excusez-moi. Oui. Et je dois aussi mettre en route tout ce qui est sécurité sociale, pour qu'elle puisse avoir accès aux soins, surtout la grand-mère qui est atteinte d'un cancer de la thyroïde, à qui il faudra des traitements relativement lourds. En effet. Alors, elles ont pu avoir aussi de l'aide pour tout ce qui est vêtements grâce aux associations qui avaient récolté et aux dons. Que pensez-vous de toute cette mobilisation autour de cette situation ukrainienne? La mobilisation est évidente, on la sent. Quand je suis allé avec elle dans les magasins, quand je suis allé avec elle à la Croix-Rouge, elles ont été très très bien accueillies. Entre guillemets, elles étaient les premières, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais à la Croix-Rouge, par exemple, elles étaient les premières. Elles ont passé 1 heure dans les vestiaires pour choisir ce qu'elles voulaient. Elles sont venues, quand je les ai rencontrées à Francfort, elles n'avaient rien. Elles n'avaient que ce qu'elles avaient sur le dos. C'est difficile de prendre que le strict minimum dans quelques valises, c'est clair. Voilà. Et elles avaient pris en fait leurs médicaments, de la nourriture et leurs papiers. C'est tout ce qu'elles avaient eu le temps de prendre, en dehors de ce qu'elles revêtaient, quoi. Alors, concernant le mari d'Elena, qui lui est obligé de rester en Ukraine pendant la situation actuelle, est-ce que vous avez des nouvelles régulièrement? Comment ça se passe le contact? Oui, absolument. Alors, le mari d'Elena, il s'appelle Hussein, c'est un Tatar de Crimée qui n'a plus le droit, depuis que la Crimée a été annexée à la Russie, d'aller voir ses parents. Les hommes tatars n'ont pas le droit d'aller en Crimée,
parce que en fait c'est l'une des dernières nations ottomanes qui est présente sur place, qui a été déportée, elle est honnie par les Russes, elle a été déportée par Staline, etc., etc. Et depuis que les Russes ont repris la Crimée, ils ne veulent absolument pas de mâles ukrainiens en âge de se reproduire qui passent la frontière. Tout Tartare est un suspect potentiel. Et pour l'instant, lui s'est réfugié à l'ouest, à Lif, on dit ça de différentes manières, c'est l'ancienne Lemberg polonaise. Et en fait, là-bas, il n'y a pas de combat actuellement, donc pour l'instant, il n'est pas sur le front, on va dire, il n'est pas soldat, mais ça peut lui arriver d'un moment à l'autre. Voilà, il peut être réquisitionné d'un moment à l'autre. Je refais juste un petit point par rapport à tout ce qui est dons, etc. Dans le reportage, on l'entendait, Elena est musicienne, elle n'a pas pu prendre ses instruments avec elle. Bien sûr, Elena qui fait partie d'un groupe qui comprend un violoncelle, un alto, un violon et une contrebasse. Elle est altiste, elle n'a pas pu bien sûr prendre son alto avec elle, et ça serait pas mal si quelqu'un pouvait lui mettre à disposition un alto. Le message est passé. Pour terminer, aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez pour elle au pluriel, mais aussi pour le peuple ukrainien finalement? Oui, alors en fait, ce que j'espère, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu déjà, que tout s'arrête le plus rapidement possible, que la partie d'Ukraine occupée jusqu'à présent soit libérée et qu'ils puissent retourner chez eux. En fait, que l'UNMIA puisse retourner à Nikolaïev, elle a abandonné son logement, elle ne sait pas ce qui va devenir son logement. Et que Hussein, avec Elena et Emilia, puissent réintégrer le logement qu'ils viennent d'ailleurs d'acquérir à Kiev et qui risque déjà d'être cassé avant qu'ils rentrent dedans. On l'espère en tout cas. On va terminer sur ces propos. Merci beaucoup Christian d'avoir participé à cette émission et avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Demain, c'est Margot qui sera sur ce plateau pour le nouveau journal. À bientôt. Merci Ivani. Merci à vous.